Cette présentation audiovisuelle a pour objectif de vous exposer les grands enjeux liés au changement climatique et à la déplétion des ressources fossiles. Elle est réalisée dans le cadre du bilan carbone de votre organisation. Tout d'abord, pour comprendre les enjeux liés à la raréfaction annoncée des énergies fossiles, il faut prendre en considération deux changements majeurs. L'un concerne la population, l'autre, la consommation individuelle en énergie. Ainsi, sur les 2 derniers siècles, la population a été multipliée par 6 et les projections pour 2050 évaluent la population mondiale à plus de 9 milliards, ce qui correspond à 1,5 fois la population actuelle. Parallèlement à cette augmentation de la population, la consommation individuelle d'énergie a explosé. Elle a été multipliée par 10 en un peu plus d'1 siècle. À titre d'exemple, un Français consomme chaque année 1800 litres de pétrole, que ce soit sous forme de carburant ou sous d'autres formes comme par exemple le plastique ou le textile, ce qui représente 3 fois plus que l'eau qu'il boit. Or, les réserves de pétrole sont limitées, ce qui fait que nous consommons désormais bien plus de pétrole que nous n'en découvrons, et de plus en plus chaque année. Nous allons atteindre ce qu'on appelle le peak oil, le point au-delà duquel la production de pétrole va décroître. Ceci explique une envolée des prix du baril ces 10 dernières années, prix qui devrait se stabiliser aux environs de 150 $ dès 2015 selon les experts. Il faut donc trouver de nouvelles solutions pour assurer nos besoins croissants en énergie. Pour terminer sur les énergies fossiles dont les réserves sont limitées, voici quelques ordres de grandeur des stocks encore disponibles d'après les experts. Il nous reste environ 40 ans de pétrole conventionnel, 40 ans de plus si l'on y ajoute le pétrole non conventionnel, comme par exemple les sables bitumineux ou le pétrole à très grande profondeur, 75 ans de gaz naturel et 200 ans de charbon. Cette dernière valeur est problématique, car elle pousse les pays en développement, qui ont de grands besoins en ressources énergétiques, à exploiter principalement cette énergie. Les Chinois ouvrent ainsi une centrale à charbon par semaine. Et encore, ces chiffres sont calculés sur la base d'une hypothèse fausse, celle d'une consommation mondiale constante. Or, on l'a vu, cette consommation est en augmentation régulière, de l'ordre de 2% par an, ce qui signifie des réserves réelles plus courtes. La combinaison de tous ces facteurs conduit à ce que l'on appelle la croissance énergétique, à savoir une hausse de 80% de la demande énergétique globale entre 1970 et 2000, et une croissance similaire attendue entre 2000 et 2030. Il faut ensuite prendre en considération la problématique du changement climatique. Depuis des centaines de milliers d'années, la planète connaît un climat relativement stable. Ce climat est directement lié à ce que l'on appelle l'effet de serre, un phénomène thermique naturel. Cet effet de serre provient de la composition de l'atmosphère, composée à 78% d'azote, à 21% d'oxygène, et pour moins de 1% d'autres gaz, dont les fameux gaz à effet de serre, méthane, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote pour les plus courants. Enfin, la stabilité de la composition de l'atmosphère est liée aux échanges naturels qui s'opèrent sur la Terre entre végétaux, océans et atmosphère, et qui s'équilibrent parfaitement. Le problème est venu des activités humaines dès l'ère industrielle, et en particulier la combustion d'énergie fossile, la déforestation et l'utilisation de produits chimiques. Ces éléments sont venus perturber la composition de l'atmosphère en augmentant de façon minime la part de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Néanmoins, les conséquences de cette perturbation, apparemment mineure, sont fortes, puisqu'elles engendrent ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel, l'intensification de ce phénomène naturel qui conduit au changement climatique. La boucle ne s'arrête malheureusement pas ici, puisqu'à son tour, le changement climatique est venu perturber les échanges naturels, ce qui conduit à ce qu'on appelle communément l'emballement de la machine climatique. Pour comprendre un peu mieux l'effet de serre, il faut savoir que chaque jour, la Terre reçoit une quantité d'énergie considérable de la part du Soleil sous la forme de rayons lumineux. Un tiers de cette énergie solaire est renvoyée par l'atmosphère, les surfaces enneigées et les glaciers. Les 2 tiers restants sont absorbés par la Terre, qui se réchauffe et réémet ainsi cette énergie sous forme d'infrarouge. Les gaz à effet de serre ont la propriété d'absorber les infrarouges et de les réémettre dans toutes les directions, dont une partie vers la Terre. Une quantité d'énergie est donc stockée dans les basses couches de l'atmosphère. Ce phénomène naturel permet à la planète d'avoir une température moyenne de 15 degrés au lieu de moins 18 degrés. Les gaz à effet de serre agissent donc comme une couverture autour de notre planète, permettant de garantir une certaine température dans la basse atmosphère.
Sur les 400 000 dernières années, on constate qu'il existe des cycles dans la concentration en CO2 qui varient environ entre 200 et 300 parties par million. En superposant à cette courbe l'évolution de la température, on voit que la température a connu des évolutions cycliques très similaires à celles du CO2, variant de près de 8 degrés entre ère glaciaire et interglaciaire. L'hypothèse la plus probable est que la concentration en CO2 est un effet sur la température, qui aurait elle-même un effet rétroactif sur la concentration en CO2. Le problème vient du fait que l'activité humaine a fait passer la concentration de CO2 à plus de 380 parties par million, valeur jamais atteinte sur les 400 000 dernières années, avec une vitesse d'augmentation elle non plus jamais atteinte. Cela va certainement avoir un impact sur les températures, certains modèles permettant de faire une projection de cet impact. Ainsi, les effets sur le climat sont réels. Sur le siècle dernier, on a observé une hausse de la température moyenne de près de 1 degré par rapport à 1850, et selon certains modèles, on pourrait subir une hausse de 3 à 4 degrés en 2100, ce qui nous ferait atteindre un plus haut historique sur les 400 000 dernières années. Les analogues climatiques sont une autre manière de voir ces conséquences. L'idée est d'essayer de modéliser le climat qu'auront les villes à l'horizon 2070 et de les comparer avec le climat actuel d'autres villes. Selon ces modèles, le climat de Paris à cette date serait comparable par exemple à celui de Rome à l'heure actuelle. Pour résumer, nous faisons face à deux problèmes. Premièrement, la raréfaction des énergies fossiles. Deuxièmement, le changement climatique. Pour y répondre, deux solutions s'imposent. Tout d'abord, s'adapter à ces changements, qui créeront sans nul doute des opportunités, puis réduire ces émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le changement climatique autant que possible. Pour réduire ces émissions, des engagements ont été pris par rapport à 1990. Au niveau mondial, le protocole de Kyoto vise à réduire d'un peu plus de 5% les émissions des pays développés d'ici 2012. Au niveau européen, la directive des 3-20 a pour ambition d'ici 2020 de réduire de 20% les émissions, d'utiliser 20% d'énergie renouvelable et d'améliorer l'efficacité énergétique de 20%. Au niveau français, le fameux facteur 4 vise à diviser par 4 nos émissions d'ici 2050, ce qui correspond à une baisse de 3% par an. Ces engagements permettraient également de réduire la vulnérabilité économique face à la hausse anticipée du prix des énergies fossiles. Pour situer les engagements français par rapport au reste du monde, ce graphe compare les émissions par personne en fonction des pays. On remarque ainsi que les Français sont plutôt de bons élèves, avec 7,5 tonnes équivalent CO2 par habitant, ce qui provient pour une partie du fait que le mix énergétique français est composé à 80% de nucléaire, qui est très peu émissif. L'objectif fixé par le gouvernement avec le facteur 4 est de diviser les émissions totales de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990, ce qui reviendrait à atteindre 2,5 tonnes équivalent CO2 par habitant. En l'état actuel des technologies, pour demeurer dans cette limite d'émission, il suffit à un individu d'effectuer l'une des activités courantes suivantes, comme par exemple parcourir 5000 km en citadine ou chauffer quelques mois son logement au gaz naturel. Cette limite est donc très rapidement atteinte. Pour qu'une organisation initie une démarche de réduction de ses émissions, la première étape est la réalisation d'un bilan carbone, une méthodologie d'estimation des émissions de gaz à effet de serre développée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour résumer, le bilan carbone consiste en 4 étapes majeures. La première est de relever les données brutes révélatrices de l'activité de l'organisation, comme par exemple des kilomètres parcourus en voiture, des kilowattheures d'électricité ou des quantités de papier. Ces données sont ensuite converties en tonnes équivalent CO2 grâce à des facteurs d'émission calculés par l'ADEME, ce qui permet de tracer le profil de l'organisation et donc de visualiser les postes de l'activité les plus émetteurs. L'objectif final du bilan carbone étant d'élaborer des pistes de réduction des émissions ainsi calculées.